En tout cas, Et- bonjour. Ouais, on peut y aller, oui, c'est je vous bon, laisse, hein? je vous laisse la parole, Mélanie. Merveilleux. Alors, bonjour à toutes. Pour celles que je ne connais pas, je vais me présenter voilà, rapidement. Donc, moi, je suis Mélanie Juif. Je suis partenaire de la SOCEM depuis à peu près un an. Je suis agent général AXA, Prévoyance et Patrimoine. Donc, c'est vraiment une mission spécifique dans l'accompagnement des dirigeants d'entreprise et plus, j'ai envie de dire, personnellement sur leur avenir et la sécurisation de leur avenir financier, aussi bien d'eux, de leurs proches ou de leur entreprise. Donc, mon expertise me permet d'intervenir sur divers domaines, notamment la prévoyance avec voilà, l'expertise de votre régime obligatoire et l'accompagnement sur ces garanties-là. Sur la partie complémentaire santé, également sur l'accompagnement retraite. L'objectif étant effectivement de vous accompagner sur votre vie active hein, pour arriver quand même à quelque chose qui soit cohérent le jour où vous liquidez votre retraite. Sur la partie gestion de patrimoine, aussi bien sur l'acquis, mais également sur ce que vous souhaitez construire, hein, aussi bien professionnellement que personnellement par la suite. Ça aussi, ça permet d'avoir un peu des tips et des accompagnements. Et aujourd'hui, bah, plus particulièrement aujourd'hui, sur la partie l'optimisation du statut. Alors, on n'est pas beaucoup, du coup, peut-être que ça serait bien de savoir ce que vous attendez un petit peu de cette, déjà se présenter peut-être en voilà, un ou deux mots, et puis voilà, de vos attentes sur cette formation. Allez-y. Je peux me lancer. Bonjour à toutes. Donc, je suis Luce, donc je suis wedding planner, donc toute nouvelle wedding planner sur la région de Bordeaux. Et en gros, moi, je me suis de suite créée en SASU pour, en fait, pour inspirer confiance auprès des futurs prospects, tout en sachant que je n'allais potentiellement pas faire le chiffre, enfin, j'atteindrai pas les seuils que j'aurais pu, enfin, en fait, j'aurais pu être en micro les premières années, mais en fait, pour des raisons de projection par rapport à des couples qui se marieraient et qui hésiteraient entre deux boîtes et qui iraient regarder un peu les mentions juridiques, j'ai fait ce choix-là. Donc, je sais pas si c'était le bon, mais par rapport à une cible haut de gamme que je cherchais et aussi une cible entreprise, je me suis dit que c'était plus rassurant que d'être micro-entrepreneur. Donc voilà, donc je venais plutôt par curiosité, sachant que je suis déjà en SASU. J'espère pas faire le sens inverse du coup d'entrer en SASU et que dans un ou deux ans je me dise en fait il y a trop de voilà et je me remets en micro, mais voilà, c'est plus par curiosité. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, De Lucie. rien, merci. Je me lance. Donc, moi, c'est Numa. Je suis wedding planner et wedding designer. On se connaît déjà, on s'est déjà eu. Et Donc, moi, actuellement, je suis encore sur le statut de micro-entreprise. Et là, je suis en pleine réflexion justement sur si je dois le changer ou pas. Euh, je suis là également aussi un peu par curiosité parce que je suis en réflexion. Mais en même temps, comme j'attends pas encore les chiffres de la micro-entreprise, je ne sais pas si c'est judicieux. Mais mon problème, c'est surtout comme je fais beaucoup de déco au final, et c'est ça vaut le coup de rester là. Voilà. D'accord, merci, Nicolas. Bonjour, du coup Caroline, oui en Provence Wedding Planner, je suis basée dans le sud à La Ciotat. Nous nous étions parlé au séminaire si je ne m'abuse, Tout à fait. le lendemain, là, le deuxième jour. Et du coup, ben, je suis en micro-entreprise. Je sais que c'est pas forcément le statut le mieux, mais je suis wedding planner. Donc, je fais pas le parti déco ou alors je loue, donc c'est pas à moi. Et oui, je me pose toujours cette question de basculer justement en entreprise ou pas. Pour le coup, j'adresse aussi une clientèle haut de gamme, mais mon statut n'a jamais posé de problème sur ce niveau-là auprès des mariés. D'accord. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Amandine, est-ce que tu es là ou pas? Je suis là. Je n'ai pas de questions particulières puisqu'en auto-entreprise depuis le début et je ne compte pas changer puisque je ne fais pas de décoration, que je n'ai pas envie d'en faire et que je veux absolument me simplifier la vie le plus possible sur vraiment la partie comptabilité Mhm. fiscale et voilà. Mais je suis prête à prendre plein d'informations et à revoir cette décision. Voilà. Très bien, Amandine. Virginie, peut-être des attentes aussi? Moi, non, moi je suis en société depuis le début et je maîtrise très bien ce sujet-là. Mais je suis toujours très curieuse et je Alors, prends plaisir à participer.
Bon, bah, parfait, merci. En tout cas, voilà, l'objectif, c'est de pouvoir aborder ce sujet-là. Alors, vous allez voir, ça va être de manière assez généraliste, hein. On fera un zoom tout à fait, de toute façon, sur la partie micro-entreprise, parce que majoritairement, effectivement, c'est le statut avec lequel vous commencez ou vous restez. Donc ça, c'était déjà important de refaire un point là-dessus. Et effectivement, on ira sur d'autres statuts, de voir le plus, le moins. On est bien d'accord que c'est très personnel, d'accord, ce changement de statut, et que si demain vous vous posez des questions en disant pourquoi pas en fonction de mes chiffres, bah, c'est personnalisé. Là encore, je peux vous accompagner individuellement. On prend rendez-vous, on fait un point sur l'optimisation avec vos chiffres et voilà, on voit ce qu'il en est pour aller plus loin. Je vais vous partager mon écran. Je vais vous demander de me dire si vous voyez bien tout. Oui, c'est bon. Ouais, parfait. Bon pour tout le monde? Oui. Hop. Alors, je ne peux pas… Ah si, voilà. Donc, le sommaire, on va faire la présentation des formes d'entreprise. Ensuite, on passera sur le statut social du chef d'entreprise parce qu'il est bien sûr défini en fonction de la forme de l'entreprise et ça aussi, ça a tout l'intérêt. Et ensuite, bah, l'optimisation de la rémunération parce que ça aussi, ça a un impact en fonction du statut qui est choisi. Selon vous, quelles sont les différentes formes juridiques possibles d'une entreprise? Vous en connaissez déjà une, hein, la micro-entreprise. La SASU, là, je sais Caroline… Non, c'était pas Caroline, pardon. Bus, C'est après il y a voilà, SARL, EURL. L'entreprise individuelle. exactement. Voilà, tout à fait. Tout ça sont différentes formes juridiques possibles d'une entreprise. Alors, vous le voyez ici. Excusez-moi, j'ai perdu l'écran. Nous, on le voit bien. Ouais, alors moi, je vous vois maintenant, mais je ne vois plus mon écran. Est-ce que vous savez comment je peux reprendre l'écran ou pas du tout? Dans afficher peut-être, en haut, afficher standard. Moi, je suis en standard. Mhm. Alors, je m'excuse, hein, je mets… Permuter la vidéo et l'écran partagé, sinon. Il y a permuter la vidéo et l'écran partagé. Vous avez ça quelque part? Alors, ça, Oui. c'est… Ah oui, dans Dans afficher, ouais. afficher. Dans quoi, pardon, ce que vous avez… Afficher. Dans afficher, c'est le septième proposition. Alors, je l'ai pas… Permuter la vidéo. Désolée. Afficher la liste des participants. Et là, permuter la vidéo et l'écran partagé. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est dans afficher. C'est le septième chez moi, en fait. C'est permuter la vidéo et l'écran partagé. Alors, je vais arrêter le partage parce que du coup, ça, j'y arrive. Oui, pour relancer peut-être. Hein. Voilà. Et je vais faire comme ça, je pense. Voilà, c'est mieux. Je suis retombée. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on voit bien ici, sur cette partie-là, vous avez effectivement deux statuts assez distincts. Donc, l'entreprise individuelle à l'IR et à l'IS et le URL à l'IR. D'accord? Ça, ce sont des entreprises individuelles. On va effectivement avoir, et vous l'avez dit tout à l'heure, la SARL, le URL ou la CELA, qui est ni plus ni moins la SARL pour les professions libérales, à l'impôt société, et enfin la SAS ou tout ce qui va être SASU. D'accord? Donc, on se situe aujourd'hui, et vous le voyez dans le cercle rouge, dans la micro-entreprise, mais on peut très bien se situer en entreprise individuelle en tant qu'artisan, commerçant, voire même profession libérale. D'accord? Contrairement effectivement à la SARL pardon, ou la SASU, SAS, peu importe, où on va être considéré comme un mandataire social. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les premières choses à bien dissocier. Soit on est effectivement un entrepreneur, est ce qu'on appelle un travailleur non salarié, un TNS, soit à ce moment-là, on est affilié, mandataire social et on est assimilé au régime salarié. D'accord? C'est assez distinct. Donc, pourquoi je vous les mets de cette façon-là? Parce que vous allez voir qu'en fonction de ce statut, la posture du dirigeant n'est pas du tout la même, même socialement. D'accord? Alors, on va faire un petit check-up sur la micro-entreprise parce que c'est l'objectif de revenir sur ce statut dont vous êtes nombreuses. Donc, qu'est-ce que c'est une micro-entreprise? L'auto-entreprise, c'est bien sûr une entreprise individuelle. Encore une fois, c'est vous qui êtes l'entreprise. Et elle relève bien sûr d'un régime fiscal qui est la micro-entreprise. Mais ça
faciliter, et encore une fois, je rebondis sur ce qu'avait dit, il me semble, alors, je ne sais plus, peut-être Luce ou non, Caroline, sur la ou Nounia également, sur la micro-entreprise, qui est la facilitation des démarches. D'accord? Effectivement, l'objectif de cette création d'entreprise en micro, c'est de faciliter absolument tout. D'accord? Et elle a été créée dans cette façon-là. Elle a aussi ce qu'on appelle une protection sociale pardon, qui est dédiée à elle. D'accord? La micro-entreprise, souvent, aujourd'hui, les wedding planneuses, les organisatrices, les officiantes sont soumises effectivement à une protection sociale qui est liée à la sécurité sociale des indépendants. Et c'est propre à vous, propre à cette micro-entreprise. Alors, on fait un petit récap, bien sûr, des formalités administratives qui sont simplifiées, des modes de calcul et paiements simplifiés, bien sûr, des cotisations sociales. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle 23% à peu près de charges sociales dans vos cotisations URSSAF. Donc, on voit bien que c'est simplifié, contrairement à Et ça va augmenter. Ça augmentera chaque année, bien entendu. Mais ça reste toujours très avantageux par rapport aux autres statuts. D'accord? Ça, il faut bien le savoir. La possibilité, effectivement, d'intégrer l'impôt libératoire ou l'impôt sur le revenu. Ça aussi, c'est très personnel, mais il y a une vraie possibilité d'optimiser en plus l'impôt sur le revenu. D'accord? Donc, on en a parlé, bien sûr, la protection sociale, la sécurité sociale des indépendants et un droit de la formation professionnelle. D'accord? Hop. Alors, remème, petit topo sur cette partie-là. Vous allez avoir effectivement, alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les chiffres, le chiffre maximum, d'accord, que ce soit en BIC ou BNC ou en vente, il est de 77 700 €, d'accord, 2024, ou en vente de 188 700 €. D'accord? Vous le connaissiez, ces chiffres? Oui. D'accord? Donc, c'est le plafond qui fait qu'effectivement, on se pose la question à un moment donné de pourquoi pas changer de micro-entreprise. Quand on voit la TVA, c'est effectivement qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un régime encore en micro-entreprise encore plus intéressant, c'est-à-dire pas soumis à la TVA quand on a peu d'achats-reventes, effectivement. D'accord? Parce qu'effectivement, tant que vous ne dépassez pas, par exemple, en termes de services, 39 100 €, vous n'êtes pas assujetti à la TVA. La même chose, en termes de vente, on est à 101 000 €, pas d'assujetti à la TVA. Donc, quand effectivement on fait des achats, eh bien, on se rend compte qu'on peut avoir la possibilité effectivement d'aller jusqu'à 188 700 € en étant assujetti à la TVA et quelque part de récupérer un petit peu ses fonds. Attention notamment, ce n'est pas une charge pour l'entreprise. Hein. D'accord? Ça, c'est OK pour vous par rapport au chiffre d'affaires et vos revenus? Oui. Oui, c'est bon. Vous n'hésitez pas, hein. Le but, c'est que ça soit le plus pédagogue et le plus d'échanges possible. S'il y a des questions, vous n'hésitez surtout pas à intervenir. L'impôt sur le revenu, c'est ce qu'on disait, hein, soit le prélèvement forfaitaire libératoire, soit l'intégration à votre résultat à l'IR. D'accord? Qui est à l'impôt sur le revenu et qui est à l'impôt libératoire? Moi, sur le revenu, oula, pardon. D'accord? Pareil sur le revenu. Ouais, sur le revenu en essayant de passer au libératoire. OK. Alors, effectivement, et on va y revenir de toute façon, vous avez effectivement des plafonds. Hein, on ne peut pas faire 100 000 € de chiffre et prétendre vouloir être au plafond forfaitaire libératoire. Mais en tout cas, voilà, il y a ce gros avantage fiscal. Vous avez la possibilité d'opter pour ce régime. Voilà, donc ça, c'est le pourcentage d'impôt libératoire en fonction de votre activité, soit de l'achat-revente, soit des services au BIC, soit 2,2 sur des prestations en BNC. Mais on voit bien qu'effectivement, et on va faire un comparatif entre l'IR et le PFL, et on va voir que les choses, effectivement, ne sont pas du tout les mêmes. Le revenu fiscal de référence, attention, ne doit pas dépasser 26 070. D'accord? Si vous êtes seul. En couple, 52 140. Et s'il y a des enfants, on rajoute des demi-parts. Donc là, par exemple, avec un enfant, on a 65 175 €. D'accord? C'est vraiment les plafonds qui permettent de pouvoir bénéficier, si on le veut, encore une fois, à cet avantage fiscal. Donc aujourd'hui, si effectivement vous aviez des revenus ou quand on commence une micro-entreprise, tout l'intérêt, c'est en plus de ça d'intégrer effectivement l'impôt libératoire parce qu'en plus d'avoir des avantages
fiscal hein, sur la partie sociale, eh bien, on a en plus de ça des avantages sur l'impôt sur le revenu. Ici, sur l'impôt sur le revenu, on appelle ce qu'on appelle le barème progressif. Hein. Alors, là, on va parler plutôt de l'abattement. Sur l'abattement, est-ce que c'est pareil? C'est OK pour vous sur la partie abattement forfaitaire en fonction des prestations de services commerciaux ou des prestations BNC? Allez-y, vu que vous êtes beaucoup sur l'impôt sur le revenu, vous m'avez dit. Elles sont décrochées. Non, Non, alors oui et non, c'est que votre question. Alors, c'est pas que votre question n'était pas claire, mais est-ce que vous pourriez la reformuler, s'il vous plaît? Alors, est-ce que vous savez l'abattement, parce qu'effectivement, je vous ai parlé du PFL, vous avez bien vu, on est à 2,2% en étant au BNC, d'accord? Donc ça, vous faites 20 000 € de chiffre, vous avez 2,2% d'imposition. Absolument. D'accord? Quand on va intégrer par contre votre chiffre d'affaires, c'est 20 000 € de chiffre d'affaires par exemple, à l'impôt sur le revenu, vous avez le droit à un abattement. D'accord? Donc sur ces 20 000 €, si vous êtes au BNC, vous bénéficierez d'un abattement de 34%. D'accord? 34% d'abattement, ce n'est pas rien. 50% d'abattement, ce n'est pas rien non plus si vous êtes en BIC, mais encore moins si vous faites de la vente et marchandises. On est à 71% d'abattement. Ça veut dire que finalement, quand on enlève ces 34%, eh bien, on se retrouve avec le revenu fiscal imposable. D'accord? Donc, quand on fait le comparatif entre les 2,2% prélèvement forfaitaire libératoire et quand on va effectivement voir les prestations de services à 34%, bah là, le calcul, il doit être fait aussi pour optimiser l'impôt sur le revenu. D'accord? Alors, passons. Quels sont les deux statuts du chef d'entreprise? On les a dit tout à l'heure. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle le travailleur non salarié. Donc, en fonction de la structure dans laquelle vous exercez l'activité, vous avez en entreprise individuelle le statut de TNS. Par contre, quand vous passez en société, et là on a la SARL, la SASU et la SAS, etc., et la société en nom collectif, pardon, eh bien effectivement, on peut avoir différentes formes. Là aussi, c'est un cas personnel parce qu'on va choisir en fonction de qui va être dans l'entreprise, qui va être majoritaire ou non. D'accord? Donc, en ACRL, par exemple, eh bien, en fonction des parts que vous détenez dans la SARL, eh bien, vous êtes soit effectivement TNS, d'accord? Soit en fonction soit de la minorité, soit effectivement, pourquoi pas, l'infériorité, soit même de la part minoritaire et égalitaire, eh bien, d'être assimilé salarié. D'accord? Donc, sous la même forme juridique d'entreprise, en fonction du pourcentage, on n'a pas le même statut. Donc là encore, ce qui va indexer ça, bah, c'est votre rémunération et les charges sociales qui s'en suivent. On va avoir la société SASU, là, pas de sujet, vous êtes assimilé salarié, vous êtes un mandataire social. Et alors, on va passer un petit peu sur la société collective parce que ça a moins d'intérêt, elle est moins visible en général aujourd'hui. Donc, on va faire un petit peu le topo, et ça, c'est souvent ce qui intéresse, c'est quelle différence, effectivement, le régime social entre les régimes assimilés salariés et le travailleur non salarié. Eh bien, il est assez simple, c'est-à-dire que, alors déjà, vous n'avez pas la même dénomination, c'est-à-dire qu'en étant assimilé, salarié, vous êtes président ou directeur général, d'accord? On le voit ici, en étant travailleur non salarié, on appelle un gérant majoritaire, d'accord, ou de URL. Donc, on n'a pas le même statut déjà au sein de son entreprise. Et la différence, attention, c'est qu'un assimilé salarié, quand il ne se rémunère pas, il n'a aucune protection sociale. Zéro. D'accord? Donc, le risque, effectivement, de commencer en SASU, eh bien, si on n'a pas l'occasion de se rémunérer, ça arrive, hein, effectivement, peut-être parce qu'on va également… Alors, il y a un cas qui va être un peu différent. Souvent, c'est effectivement le cas quand on touche le chômage. D'accord? Parce que ça va permettre quoi? Bah, de toucher le chômage d'une part, et quand on ne se reverse pas de revenus via sa SAS, eh bien, on peut cotiser, enfin, on peut prendre absolument toutes les indemnités du chômage pendant 18 mois. D'accord? Mais attention, à ce moment-là, pas du tout de cotisation sociale sur la société. Deuxième chose, si effectivement il n'y a pas du tout de chômage, bah là, le risque, ce n'est pas du tout d'être couverte, d'accord, par son régime social.
qui est la sécurité sociale. Le travailleur non salarié, bah, lui, à la différence du dirigeant, hein, qui a un statut de dirigeant d'assimilé salarié, eh bien, lui, même s'il ne se paye pas, il va être redevable de cotisation sociale. D'accord? Donc ça aussi, c'est important voilà, de voir. Et vous allez avoir effectivement les deux petits pop-up en bas. Hein. On dit tout simplement que s'il ne se rémunère pas, effectivement, il est inévitable de se protéger individuellement. Donc ça, c'est bien à avoir en tête. Mais la deuxième chose, c'est qu'également sur la partie travailleurs non salariés, on va compléter bien sûr le régime obligatoire, parce que quand on fait les bilans voilà, que j'ai fait par exemple avec Numa, on se rend bien compte que le régime obligatoire ne fait pas tout et que pour se protéger correctement, il faut quand même des contrats individuels. Mais quoi qu'il en soit, vous avez ce qu'on appelle des avantages Madelin. C'est-à-dire qu'en intégrant des contrats individuels pour compléter votre protection sociale, c'est directement indexé sur l'impôt société. D'accord? Donc, on voit aussi, là encore, que les avantages d'un côté ou d'un autre ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, c'est à prendre en compte aussi dans le choix de son statut. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Moi, juste, désolée, hein, mais je suis pas au top sur ces sujets. Voilà, juste là, le travailleur non salarié. Si jamais il n'y a pas de chiffre d'affaires, par exemple sur le mois, il est quand même redevable de cotisation sociale. Concrètement, si on déclare zéro, par exemple, c'est sur le mois, à quel moment en fait je dois cotiser socialement? Alors là c'est la partie comptable qui va, mais de toute façon, dans votre bilan, on vous oblige. Alors, ça va dépendre. Là, aujourd'hui, vous êtes à la sécurité sociale des indépendants. Donc, c'est un forfait obligatoire, d'accord, qui sera indexé. C'est-à-dire que vous avez l'obligation, à un certain moment, de payer un minimum de cotisation. D'accord, mais c'est lissé du coup. Pardon, Allez-y, Caroline. Non, mais mais donc c'est lissé sur l'année, je vois pas comment, à quel moment Alors, je les c'est paye. forfaitaire, hein, c'est-à-dire qu'on va vous dire c'est tant de pourcentage et du coup, Ok. ça fait le montant. Mhm. D'accord? C'est vraiment comme ça que ça se passe. Ok. Le régime fiscal, alors, deux possibilités, hein, soit impôt sur le revenu, soit impôt société. Ça aussi, en fonction des statuts, on va avoir un choix à faire. Et deux choses. Quand on parle d'impôt société, on va être sur le barème de l'impôt société. Et le bénéfice compris entre 0 € et 42 500 € sera de 15%. Alors, vous voyez, après, si on est supérieur à 10 millions d'euros, donc on va rester effectivement dans la première colonne. Au-delà de 42 500 €, vous serez imposé à 25% des bénéfices. Donc là, c'est assez simple. Normalement, voilà, pas de surprise sur cette chose-là. Contrairement à l'impôt sur le revenu, où là, la totalité du bénéfice, je vous montrerai un petit peu tout à l'heure dans le détail, va être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc celui-ci, en général, on le connaît bien, hein. Vous allez être indexé à 0% à partir du moment où vous faites 10 770 €. Entre 10 777 € et 27 478 €, vous allez être imposé à 11%, et ainsi de suite. D'accord? Donc, en fait, en fonction, encore une fois, du revenu, eh bien, vous avez l'imposition qui est là. Donc, le choix, il est aussi important. Quel bénéfice je fais? D'accord? Et en fonction de ce bénéfice-là, qu'est-ce qui est plus intéressant finalement? Est-ce que c'est le plus sur l'impôt société ou est-ce qu'effectivement, il vaut mieux que j'intègre la totalité de mon bénéfice à l'impôt sur le revenu? Et j'avais une petite question, Mélanie. Et est-ce que la première année, il n'y a pas un taux réduit aussi, justement, en micro? La première année, dans tous les cas. Je pensais qu'il y Alors, avait un taux réduit. vous avez l'ACRE qui va vous permettre d'avoir une réduction, mais sur la partie sociale. Sur la Ok. partie impôt-revenu, pas du tout. Non? Ah, ok, d'accord, je pensais. Non. Ok. Bon, il n'y a pas d'avantage. Alors, pour vous, aujourd'hui, sur la micro-entreprise, c'est assez simple, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Vous avez votre revenu, soit l'impôt prélèvement forfaitaire, donc ça, voilà, on passe, hein, c'est 2,2% et vous avez choisi, mais si c'est sur le revenu, on intègre votre revenu sur la 2042, on fait l'abattement de 34% et ça vous donne votre revenu imposable. Mais il n'y a pas d'avantage, non, même la première année. Ok. Rémunération et dividendes sur la SARL vs la SAS. Là aussi, c'est aussi des questions qu'il va falloir vous poser pour savoir exactement ce dont vous allez avoir. Alors,
Attention, le schéma fait un peu peur, mais il est assez simple. On va partir ici. Si vous voyez ma petite flèche, pour qu'elle vous accompagne. Oui, c'est bon. Super. Vous avez ce qu'on appelle ici votre bénéfice de votre entreprise et ainsi votre revenu brut. La différence entre la partie ici, salarié, et la partie impôt société, elle est là. On va avoir le revenu net du dirigeant, qui est ici, bien sûr, avec les cotisations diverses, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est le revenu net du dirigeant. On va abattre, comme un salarié, les 10% de frais réels. Donc aujourd'hui, si vous avez été salarié, vous le voyez bien, hein, sur votre fiche d'imposition, vous l'avez. Si vous êtes effectivement au réel, hop, on vous fait les 10% de réduction. Et ça vous donne votre revenu, un revenu brut global, et bien sûr les autres revenus s'il y en a, et ça vous donne l'imposition sur le revenu. Donc c'est assez conséquent, hein. Vous imaginez bien, parce on se retrouve là sur ce barème-là, en fonction du bénéfice que vous avez fait et des revenus bruts, ça peut être très important. D'accord? Ici, on va être plutôt sur le bénéfice, donc avant l'impôt société, bien entendu, donc on va prendre votre bénéfice. Imposé sur les sociétés, et là, on va se référencer à ce barème-là, d'accord? Donc de 15 ou seulement de 25%. C'est ce qu'on appelle le bénéfice distribuable. Deux possibilités, soit il reste en trésorerie et pas de sujet, soit vous pouvez en créer des dividendes. D'accord? Les dividendes, ça sort de la rémunération. Attention, donc il y a une imposition bien sûr particulière sur les dividendes, mais aucune cotisation sociale sur les dividendes, hein. Zéro. Donc là aussi, on est vigilant parce que souvent on se dit c'est super, voilà, j'ai du revenu net qui arrive, mais il y a des conditions aussi importantes. Donc là aussi, il est important toujours de faire un équilibre entre le revenu que vous allez vous verser et les dividendes que vous allez vous verser. D'accord? Et bien sûr, celles-ci, elles sont imputables au PFU ou à l'IR. Là, c'est pour vous faire une petite comparaison, alors assez rapide, sur une SAS assimilée salarié, c'est pour ça qu'on le met un petit peu entre guillemets, et la partie article 62 TNS. D'accord? Donc, si demain, votre budget de rémunération, c'est 100 000 euros, je vous le souhaite toutes, hein, d'arriver à ça et de se dire, sur l'année, voilà, j'ai envie de me rémunérer 100 000 euros. Eh bien, si on est salarié, on va avoir déjà les cotisations entreprises. Ensuite, le revenu brut, hein, et enfin, les cotisations du gérant. Donc, on voit, par exemple, elles sont un peu plus importantes sur la partie TNS qu'elles ne sont sur la partie sociale. Mais en vue des cotisations entreprises, on se retrouve avec une rémunération nette. D'accord? Vous sortez 100 000 euros et vous souhaitez avoir un revenu. Ici, de 55 000 euros. D'accord? Et en tant que TNS, de 68 493 euros. Il est quand même important, quand on décide de changer de statut, de s'imaginer que la rémunération, c'est quand même le plus important. D'accord? Et là, la différence, elle est quand même significative de plus de 13 000 euros. À l'inverse, je vous ai fait une petite simulation à l'inverse, et là, vous voulez une rémunération nette. C'est-à-dire que là, vous vous rendez bien compte que vous ne toucherez que 55 000 en étant assimilé salarié, et là, que 68 000. Eh bien là, on va faire l'inverse. Vous voulez avoir à l'année 100 000 euros, d'accord, de revenus. Eh bien, on se rend compte, alors on a fait juste la chose inverse, hein, on a imputé effectivement tout ce qui avait imputable pour avoir, et il faudra que votre société soit en capacité d'avoir 181 818 €, contrairement au TNS, qui lui devra avoir 146 000. D'accord? Est-ce que vous voyez bien la différence entre les deux? Elle n'est pas moindre, hein, elle n'est vraiment pas des moindres quand on parle de revenus, hein. Et c'est là où c'est presque un petit peu important. Souvent, j'entends, effectivement, et c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est que je me suis mis en SASU, alors effectivement, parce que ça rassure mes clients, alors là, je ne peux rien y faire, effectivement, si c'était le cas, je l'entends, mais plutôt de quelque chose de conscrit, hein, de factuel, eh bien, en fait, on se rend compte que la SASU, ce n'est pas toujours avantageux en termes de rémunération, contrairement, effectivement, à la SARL. D'accord? Et je ne pense pas qu'effectivement, alors peut-être que je me trompe, hein, mais je ne pense pas que vos clients, en étant en SARL, puissent effectivement se dire, du coup, la structure, elle est moins sérieuse ou voilà, elle peut me porter préjudice. Par contre, vous, clairement, on se retrouve avec quelque chose qui est nettement comparable en termes de revenus. Est-ce qu'il y a des questions dans cette slide-là? Non?
Là, je vais vous poser une question quand même qui est importante parce que je vous ai fait un petit peu voilà, l'équilibre entre les deux, entre la SARL et la SASU. Il y a quand même une exception, hein, mais j'aimerais peut-être vous, si vous savez, c'est-à-dire dans quel cas il est systématiquement judicieux de réaliser un montage en SAS ou en SASU. Est-ce que vous savez? Je sais pas Il si y en on a un qui est, dit tout à on est l'heure. plusieurs, Alors non, ça ne va pas forcément non? dépendre du nombre de personnes, non. Il y en a un que je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être effectivement le cas de chômage. D'accord? Vous avez le chômage et du coup, vous décidez que votre SAS, eh ben, voilà, elle engendre de la trésorerie, il n'y a pas de rémunération. Attention, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vigilance sur sa SAS, c'est que du coup, pas de cotisation sociale. Vous pouvez mettre un contrat de prévoyance en place, il n'y aura pas de sujet, hein, ça permettra de protéger, mais du coup, ça permettra effectivement d'avoir le chômage. La deuxième, elle est un peu plus loin. Elle va un peu plus loin dans votre activité. C'est le jour de la retraite. D'accord? Parce qu'on a ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite. Et effectivement, de la même façon, on va pouvoir tout simplement avoir sa retraite, d'accord? Ne pas toucher au chiffre d'affaires et aux bénéfices que va engendrer la SAS et les sortir en dividendes. D'accord? Parce que finalement, la partie sociale, vous l'aurez sur votre retraite. Donc, si un jour vous décidez effectivement de compléter votre activité, c'est un statut qui est systématiquement plus judiciaire à réaliser. D'accord? Mais vous voyez, c'est pas, enfin, après, ça sera encore une fois du cas par cas, c'est ce que je vous disais en début de réunion, ça va être individuel quand on veut faire ce changement et qu'on veut peut-être se rendre compte de partir sur un statut ou un autre. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Est-ce que vous avez peut-être des questions individuelles, hein, des choses avec lesquelles on pourrait échanger en cette fin de réunion? Oui, Mélanie, peut-être du coup, alors sur mon propre cas, donc en SASU depuis décembre 2023, effectivement, j'ai touché donc pendant 18 mois à les acédiques suite à une rupture conventionnelle de mon ancien job en CDI. Et est-ce que si mon objectif c'est d'avoir plus de revenus, donc j'imagine que vous conseilleriez un switch vers le URL pendant X années, quitte à revenir après en SASU pour voilà Alors, penser enfin, c'est quoi votre préco si l'objectif c'est d'optimiser entre guillemets à court moyen terme ce qui arrive sur mon compte au final. au final, Ouais. alors, tout de suite, de but en blanc, alors bien sûr, je n'ai pas étudié, on pourrait effectivement étudier avec vos chiffres et voilà, et faire vraiment de l'optimisation sur les deux, hein, clairement, parce que voilà, c'est tout à fait possible de se dire, aujourd'hui, voilà l'état actuel avec vos chiffres et aujourd'hui, demain, en SARL ou en URL, voilà ce qui se passerait. Ça, c'est tout à fait possible. Mais majoritairement, d'accord, oui, si c'est une histoire de revenus, parce que, encore une fois, les charges sociales ne sont pas du tout les mêmes, on n'a pas les mêmes charges sociales, et effectivement, on a un revenu qui est complètement différent. D'accord? Donc oui, aujourd'hui, ça pourrait être le premier conseil, c'est effectivement de regarder, de changer de statut. Et encore une fois, alors, il y Par a contre, si votre objectif prévoyance, vision long terme, retraite et tout ça, c'est rester en SASU, si j'ai bien compris. alors, oui et non. Et c'est là où on va enclencher plutôt le sujet de la répartition et de la capitalisation. D'accord? C'est pour ça que je trouve très judicieux ce statut aussi de micro-entreprise et de charges minimes. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle la répartition, c'est ni plus ni moins que toutes les personnes assimilées, alors je vais prendre votre cas, hein, Luce, vous êtes assimilé au régime des salariés, tous les salariés cotisent dans la même enveloppe. Pour la retraite, pour la prévoyance en cas d'arrêt de travail, pour l'invalidité, pour le décès, pour la CPAM, etc., etc. D'accord? Quand il va arriver quelque chose à un de ces salariés ou assimilés salariés, on va les piocher dans cette enveloppe et bien sûr, on va lui donner des indemnités qui ne sont effectivement pas les mêmes quand vous avez à peu près 90% de charges sociales sur une SASU et à peu près 45% de charges sociales sur une SARL, bien entendu pas les mêmes. D'accord? Sauf que ça soit d'un cas ou un autre, on est obligé de compléter individuellement parce que la prévoyance d'un salarié, elle n'est quand même pas à 100%. D'accord? Elle n'est pas optimisée aujourd'hui avec le revenu que vous pouvez faire actuellement. Encore moins effectivement sur une partie SARL. Mais quand on fait le calcul individuellement entre les réductions Madelin, qui sont exhaustives hein, sur l'impôt société directement, eh bien la capitalisation, elle est toujours plus
importante, c'est-à-dire la protection sociale est toujours mieux et on se retrouve quand même sur quelque chose de beaucoup moins cher. D'accord? Que globalement. On peut faire vos charges sociales plus votre petite complémentaire individuelle ou les charges sociales qu'elles peuvent avoir en SARL plus l'individuel, eh bien, c'est encore une fois la SARL qui est moins coûteuse. D'accord? Et la retraite de la même façon. Aujourd'hui, les points retraite, que ce soit sur le statut SASU, micro-entreprise ou SARL, eh bien, elles ne sont pas, il y a des écarts, certes, mais il n'y a pas de grands écarts. Et quoi qu'il en soit, en étant indépendante, avec la casquette travailleur non salarié, vous allez être obligé d'intégrer dans votre business plan, dans votre entreprise, une capitalisation, c'est-à-dire d'épargner pour votre retraite individuellement. D'accord? Ça, il faut aussi que ça soit clair. On ne peut pas garder, voilà, en se disant c'est super, toutes mes charges sociales vont faire en sorte que je vais arriver à mes objectifs. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça ne sera pas le cas demain. D'accord? Donc, on se rend bien compte, bah, finalement, je vais faire un topo. Hein. Je mets 90% de charges sociales, donc c'est simple, hein, je me verse 1 000 euros, j'en mets 900. Je vais faire quelque chose d'un peu global. Hein. De l'autre côté, en SARL, j'ai 1 000 euros, bah, je mets 450 euros de charges sociales. D'accord? Je vais effectivement avoir des cotisations retraite, mais si toutes les deux, je sais pas, vous avez une enveloppe de 100, 50, 200, même 300 euros par mois dédiée à la retraite, et ben, au bout du compte, ça sera quand même la SARL qui sera un peu plus impactante. Et en plus, elle aura des cotisations retraite en moins. Donc, vous allez payer et elle n'arrivera jamais à ce que vous payez. D'accord? Donc, attention aussi avec ça, c'est-à-dire qu'effectivement, voilà, c'est un sujet. Pourquoi aussi on peut avoir ce statut de SASU? C'est souvent, effectivement, quand on a des contrats individuels ou la SASU, c'est une histoire d'état de santé aussi. Ça peut être quelque chose que je peux effectivement pousser en disant, bah, effectivement, s'il y a des problématiques de santé, individuellement, vous couvrir, ce n'est pas possible. D'accord? C'est arrivé, malheureusement. Et à ce moment-là, je vais effectivement plus vous poser sur une SASU pour que vous soyez à minima couverte au niveau social. D'accord? Mais si aujourd'hui, Luce, votre objectif, c'est la rémunération et effectivement de voir un petit peu l'échange entre, voilà, par exemple, sur la retraite ou la prévoyance, bah, clairement, enfin, je peux vous offrir votre bilan, vous montrer, enfin, voilà. La SARL. D'accord, bah, je pense que mon expert comptable, du coup, alors je ne sais pas sur quels éléments de mon discours il s'est basé pour me proposer une SASU. Alors peut-être pour l'histoire des assédiques, effectivement, que la première année et demie, que du coup, j'ai mes assédiques et je ne me verse pas de salaire et en fait, je réinvestis en communication uniquement et je ne touche pas, je ne me verse pas de salaire pendant 1 an et demi. Peut-être qu'il l'a vu juste à court terme ou peut-être que lui, ça l'arrangeait financièrement de me conseiller ce statut, je ne sais pas. Non, alors c'est vrai qu'il y a eu un gros engouement avec le comptable avec ce statut de SASU. Voilà, il y a eu quelques années où effectivement vous allez chez le comptable et vous disiez mettez-vous en SASU, c'est super, ça ne change pas du statut salarié, c'est parfait, voilà. Aujourd'hui, on en revient. Enfin, voilà, effectivement, beaucoup de comptables reviennent effectivement sur les sujets et voilà, on revient en SARL, on revient en URL, etc. Voilà, pour une bonne rémunération. Ok. Ça Oui, veut ça pas se fait dire que facilement. Ça se fait voilà. facilement de switcher de SASU à URL si je veux le faire l'année prochaine ou l'année d'après. Exactement. Mais effectivement, ça ne veut pas dire que c'était pas mauvais. Les objectifs étaient effectivement peut-être pas de se tirer de salaire, mais pourquoi pas des dividendes à la fin de l'année. Et là, c'était intéressant. Tout à fait. Et là, Oui, c'était pour le coup oui. assez judicieux. Voilà. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou en tout cas, de cas peut-être personnels avec, voilà, où on pourrait aborder? Non? Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mélanie. Mais je vous en prie, Merci n'hésitez beaucoup. pas, voilà, si individuellement à revenir vers moi, si vous avez voilà, envie de faire cette étude des statuts, parce que je pense que c'est aussi important voilà, d'avoir un peu des chiffres personnels. En tout cas, je reste à votre disposition et je vous souhaite à tous une bonne continuation dans cette fin d'année. Merci. Merci Mélanie. Merci, Merci Mélanie. beaucoup. Merci à tous. Bonne Merci. soirée. Bonne Au revoir. soirée à tous, au revoir. Au revoir, merci.